Bonjour à tous et bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Merci à tous ceux qui nous ont fait le plaisir de nous rejoindre. Vous devez voir afficher à l'écran différents partenaires sans lesquels on n'aurait pas pu faire cet événement. Donc on tient à remercier tous ces partenaires, l'INSERM, la CASDEM, le CNRS, la MGEN, mais aussi la mairie qui nous permet de faire l'affichage. Nous avons aussi avec nous le nouveau directeur de TMBI, le Toulouse Mind and Brain Institute, qui va vous dire quelques mots avant que l'on puisse commencer notre conférence sur la préparation mentale dans le sport de haut niveau. Je vais donc laisser la parole à Pascal Baronne. Bonjour. Deux mots pour remercier tout d'abord remercier toute l'équipe sur le cerveau, de donner beaucoup d'intérêt. C'est vraiment un travail formidable parce que malgré vous préparez un programme qui est extrêmement passionnant. Vous allez faire choses sur le rôle du cerveau dans la gestion du stress, des états sexuels, de nos relations, aussi relations amicales, comment le cerveau nous permet aussi des rêves. Vous allez apprendre toutes ces choses passionnantes. On m'entend mal, on m'a dit. Donc, je voudrais remercier tous les chercheurs qui vont vous présenter leur métier d'une façon extrêmement passionnée, parce que le métier de chercheur est un métier qui est passionnant. Donc, remercier ces chercheurs et les laboratoires qui sont derrière, et aussi Simon Tork qui, grâce à TMBI que je préside maintenant, a soutenu aussi cette semaine sur le cerveau. Juste deux mots, je pense que c'est extrêmement important dans la situation actuelle qui est ce contact direct entre les chercheurs, on va dire, la société. Je pense qu'on a trop assisté ces derniers temps, pas une remise en cause, mais un questionnement sur la parole scientifique. Et vous allez voir que si effectivement le scientifique, des fois, peut sembler douter, c'est parce que chaque question posée va amener des réponses qui vont ouvrir sur d'autres questions. Donc je pense que vous allez pouvoir partager avec eux leur métier, leurs questions, leurs interrogations et d'une façon tout à fait passionnante. Et puis, le deuxième point que je voudrais souligner, c'est qu'il faut vraiment soutenir la recherche. La recherche, c'est l'avenir et la recherche a besoin de financement. Et j'espère que les pathologies du cerveau, c'est à peu près un coût annuel en France de 100 millions d'euros. Donc vous voyez, on est face à un défi qui est important et on a besoin de la recherche, on a besoin de financement et on a besoin de ces chercheurs passionnés qui vont vous expliquer tout ça durant cette semaine. J'espère que je n'ai pas été trop long. Merci à tout le monde et puis prenez autant de plaisir qu'on va en avoir à écouter tous ces chercheurs. Au revoir. Merci beaucoup Pascal. Donc sans plus tarder, je vais donc démarrer la conférence que vous attendez tous. Voilà, vous devriez cette fois voir le diaporama. Donc maintenant, je vais laisser la parole aux intervenants. Donc j'ai le plaisir de vous présenter qui sont avec nous Anne Hill, qui est donc maître de conférence à l'Université de Toulouse 3 Paul Sabatier et qui travaille beaucoup sur la préparation mentale, notamment avec les jeunes sportifs. Lilian Fautrel, qui est maître de conférence à l'INU Champollion-d'Albi et qui fait aussi de la recherche dans le laboratoire Tony INSERM à Toulouse. Nous avons également la chance d'avoir avec nous en visio un entraîneur d'escalade, Laurent Lagaric, qui est l'entraîneur des équipes de France d'escalade. Et puis, nous pourrons ici profiter du témoignage de deux jeunes sportifs, Joris Bouchot, qui est nageur et qui fait partie des Dauphins du TOEC et qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui pour pouvoir répondre en direct. Et également le témoignage de Iden Garcia, qui est un jeune boxeur du groupe Paradis et qui est entraîné au CERPS. Voilà, je vais laisser donc la parole à Anne Hill qui va commencer son intervention et je vous souhaite une très bonne conférence. Bien, bonsoir à toutes et tous. Voilà. Bien, pour introduire cette conférence sur la préparation mentale des sportifs, nous allons vous proposer une vidéo qui va vous mettre dans l'ambiance d'une compétition sportive de haut niveau, une compétition internationale à fort enjeu,
puisqu'il s'agissait du tournoi de qualification olympique en escalade qui s'est déroulé au mois de novembre-décembre 2019 à Tournefeuille, près de Toulouse. Représentant la France, messieurs, dames, Julien Chagourdi en finale. Julien Chagourdi, et ça mentalement c'est important, on va aller chercher les 3 points. C'est Julien. Et là, c'est le record personnel. Là, il passe en dessous des 9 secondes. C'est incroyable. Regardez la solidité là. Ça marche. OK. Bien. Nous allons donc voir en quoi la performance sportive de haut niveau présente des caractéristiques qui en font une situation extrême. Tout d'abord, la compétition impose aux sportifs ses échéances et parfois ces échéances ne se présentent pas tous les jours. Pour les Jeux Olympiques, par exemple, c'est tous les 4 ans, sauf quelquefois tous les 5. Ici, par exemple, le témoignage de Teddy Riner met l'accent sur le fait qu'il faudra être performant le jour J, donc celui-là et pas un autre, et que ce jour J ne se représente pas de sitôt. Deuxième aspect, la compétition, c'est être meilleur que les adversaires, donc une comparaison par rapport aux autres, qui est à son avantage ou pas forcément. Il faut donc être le ou la meilleure. Le résultat de la compétition, c'est-à-dire le classement, est lié à d'énormes enjeux. Si on pense à l'exemple des Jeux Olympiques, évidemment, l'enjeu qu'on voit tous, c'est la reconnaissance sociale, le fait d'être vainqueur, d'être sur un podium. Mais au-delà de cet enjeu de reconnaissance sociale, il y a aussi pour les athlètes, derrière le classement, des enjeux de poursuite de carrière, voire des enjeux financiers. En effet, comme on le voit sur ces 2 témoignages, le résultat obtenu dans une compétition peut déterminer la sélection pour une équipe qui va elle-même entraîner des moyens pour pouvoir s'entraîner, voire pour certains sportifs, on voit tout à fait pour tout simplement pouvoir vivre correctement, puisque les sportifs de très haut niveau doivent s'entraîner à temps plein. Sur le témoignage de Perrine Lafont, qui est championne olympique de ski de boss en 2016 et maintenant tout récemment championne du monde dans sa discipline, met l'accent sur le fait que pour les fédérations sportives, pour des disciplines qui sont peut-être moins connues que d'autres, les budgets pour pouvoir avoir les moyens de s'entraîner sont très dépendants des résultats que font les meilleurs sportifs de la discipline. À côté de ces enjeux, en miroir de ces enjeux, il faut voir que l'investissement de l'athlète et aussi de son entourage est énorme. Par exemple, beaucoup d'études scientifiques se sont intéressées à quantifier
le volume horaire d'entraînement pour arriver au très haut niveau. Et d'après ces études, qui sont d'ailleurs recensées dans une revue de littérature qui est présentée ici, ce volume peut aller de 4000 heures pour les sports où on arrive au haut niveau le plus vite, c'est-à-dire plutôt les sports collectifs, jusqu'à des 9000 heures accumulées de pratique pour des sports comme la gymnastique artistique. Ce volume de pratique, il induit un engagement physique volumineux, mais aussi intense, et un risque de blessure. Pour exemple, les 3/4 des sportifs français qui ont participé au JO de 2016 s'étaient blessés dans la période olympique, donc dans les 4 années de leur préparation. Ces enjeux, ils sont augmentés par le fait que les autres ont aussi des attentes vis-à-vis des sportifs. Ils attendent certains résultats, notamment les institutions sportives qui peuvent être la fédération, le ministère des Sports, quand c'est pas directement la ministre des Sports. Pour exemple, Laura Flessel, alors ministre des Sports, quand elle a lancé l'Agence nationale du sport, a aussi lancé l'objectif et finalement imposé en quelque sorte cet objectif de doubler le nombre de médailles. Finalement, ce sont bien sur les épaules des sportifs que ces attentes de médailles font peser un stress supplémentaire. Enfin, il peut y avoir des événements imprévus auxquels les sportifs vont devoir s'adapter immédiatement. Et on en a eu un bel exemple l'année dernière. L'épidémie de Covid a en effet paralysé toutes les compétitions sportives et ça a induit d'énormes adaptations, changements pour les sportifs, quel que soit d'ailleurs leur niveau. Toutes ces caractéristiques font dire à Yves Riedrich, psychologue du sport, que la compétition sportive est une situation extrême sur le plan émotionnel, physique, mental, existentiel et social. Donc c'est possiblement pour cette raison que la préparation mentale a été introduite dans le milieu sportif. Nous allons voir en effet dans la partie suivante pourquoi la préparation mentale est développée. Donc, on va s'intéresser au point de vue des athlètes. Ici, l'INSEP a réalisé une enquête sur les athlètes français sélectionnés aux Jeux d'hiver en 2018 au sujet de la préparation mentale. Cette enquête nous indique que elle n'est encore pas forcément très bien développée, puisque moins de la moitié des athlètes en font régulièrement et plus d'un tiers n'en fait jamais. Cependant, la préparation mentale est citée comme l'élément le plus déterminant de la réussite par les sportifs qui ont été en réussite dans ces Jeux, en particulier parce que ça les a aidés à gérer le stress lié aux Jeux olympiques, qui est, d'après eux, encore plus important que celui qu'il peut y avoir dans une autre compétition. Et d'autre part, pour les athlètes qui n'ont pas atteint les objectifs qui s'étaient fixés à ces Jeux olympiques, les raisons qu'ils mentionnent, c'est les blessures d'une part, mais aussi la pression, le stress, le manque de confiance en soi et le manque de préparation mentale, qui sont pour eux les facteurs de non-atteinte de ces objectifs. D'autres sportifs vont pouvoir nous montrer leurs témoignages dans les vidéos qui vont suivre. Joris Bouchot, les dauphins du TOEIC. Je me suis rendu compte lors de ma tentative pour se qualifier aux Jeux Olympiques en 2016, où je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un gros manque, parce que c'est au niveau physique j'étais prêt, la récupération j'étais prêt, mais je pense que ce qui a manqué le plus c'était la préparation mentale. Et c'est à partir de là que j'ai décidé de me consacrer vraiment à la préparation mentale. Contrairement à d'autres sports où ils jouent tous les week-ends, où tout est important, en fait, nous, on a vraiment une compétition qui est importante et qui est peut-être source aussi de pas mal d'anxiété et de stress. Donc, en fait, on s'est un peu, on a identifié le problème. On savait que c'était cette compétition qui était quand même assez anxiogène. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a préparé la chose en amont et on la prépare chaque année. En fait, depuis 4 ans, on la prépare par la connaissance de soi. J'en ai vu des résultats, ne serait-ce que me remettre d'un échec, c'était quelque chose qui était assez compliqué. Et je pense que j'ai su rebondir
même sur la compétition même, c'était pas facile. Et ça, c'était pas anodin. Je pense que le travail qu'on avait commencé depuis peu avait déjà servi. Au championnat de France l'année dernière, j'ai perdu par KO. Un KO qui pour moi, n'avait pas lieu d'être. Mais bon, c'est la boxe et les KO, ça peut arriver à tout moment. Et donc, du coup, j'ai été éliminé des championnats de France en quart de finale. Et cette année, je suis rentré au pôle et je devais représenter le pôle sur le ring. Et j'avais toujours un peu ce KO pris de l'année dernière en tête. Il y avait un peu de manque en confiance. C'est pour ça que je suis parti voir les préparateurs mentaux et les psys. Dans un deuxième exemple, on va voir le témoignage d'un grimpeur de très haut niveau qui nous montre en quoi la performance peut entraîner des doutes et comment il arrive à les surmonter. I'm waiting for my turn to go climbing in the final route. I've been training super hard for long months for this moment, and now it's time to show everything that I have trained. I'm nervous. I'm scared. There's no way to avoid it. In these moments, I'm trying to face the fear by remembering amazing pieces of climbing that I've done in my life. I feel doubts. Did I get a proper warm-up? Did I get enough chalk in my chalk bag? Did I get the right shoes? Do I need to drink more water or not? I know all these months of training can be wasted in one single second. Just one tiny mistake and it can be all over. Sometimes there is the doubt that creeps through the conscious and I get scared. I have zero confidence. I start thinking, and that's wrong. No! I'm aware that I can make error, and there is a little bit of stress. There is the pressure. I need to perform right now, but the stress can help me to actually climb better, to be more efficient, to climb more in the zone. These little failures can be a step towards bigger victories. Now it's my turn. I go climbing. Representing Czech Republic, Adam Odor! Bien. Donc, au travers de ces témoignages, on voit l'intérêt, on perçoit quel peut être l'intérêt de la préparation mentale pour faire face à ces situations de stress induites par la compétition. Maintenant, je laisse la place à Lilian pour vous parler des mécanismes qui vont impacter le contrôle du mouvement en fonction de ce contexte émotionnel. Merci Anne. Bien, bonjour à toutes et tous. Merci Anne pour cette brillante début sur l'intérêt de cette préparation mentale dans la performance de très haut niveau. Alors moi, pour rajouter un petit exemple, peut-être encore plus subjectif, une première petite vidéo. Donc un grand footballeur que tout le monde connaît bien, Monsieur Antoine Griezmann. Donc ça, c'est une petite vidéo qui passe sur les réseaux sociaux. C'est un challenge entre des youtubeurs bien connus européens et Antoine Griezmann. Le but du jeu est relativement simple, challenge de tir au but. Donc malgré toute l'incertitude d'un sport collectif, ici on est sur une situation assez figée. Hein. On a une cible, on place le ballon à 11 mètres, on a une cible de 7,32 par 2,44 et il faut mettre le ballon hors de portée du gardien de but dans la cible.
Pourquoi cette première vidéo? Pour vous montrer que finalement, l'athlète de très haut niveau qui est Monsieur Antoine Griezmann, il peut mettre le ballon avec force et vigueur dans toutes les cibles. Et puis cette scène m'intéresse encore plus puisque les youtubeurs lui demandent de faire son coup secret, son penalty secret. Voilà, qui est un penalty qui est en force, à mi-hauteur, au centre. Et donc on voit que dans un contexte plutôt bon enfant, la performance physique, la performance technique, Antoine Griezmann, il la gère, il pourrait tirer 150 tirs au but, il mettrait 150 tirs au but. Et puis ensuite, on passe en situation de compétition, notamment ici. Tac. Donc là, on est, je ne vois pas très bien la vidéo, mais il me semble en finale de Ligue des Champions. Et Antoine Griezmann se retrouve dans la même situation que précédemment. S'élance. Voilà. Et on voit le ballon avec le même type de frappe trickshot, de coup secret, sur la barre transversale. Alors, ceux qui ont un peu joué au football vont me dire, oui, mais il n'y a que ceux qui n'ont jamais tiré, qui n'ont jamais loupé. Donc, on va prendre un deuxième exemple, toujours avec Antoine Griezmann, cette fois-ci en contexte international. Il me semble que c'est lors d'un France-Allemagne. Donc, Allemagne à l'époque, équipe référence à battre. Même trickshot, fort, contexte affectif un peu fort, son coup secret, un penalty avec force et puissance à mi-hauteur au centre qui atterrit encore sur la barre. Donc bon, 2, ça peut être toujours du hasard, donc on va aller en chercher un troisième. Cette fois-ci contre le Bayern, face à Manuel Neuer, à l'époque incontestable meilleur gardien du monde, donc contexte affectif assez élevé. Toujours le même trickshot et toujours le même résultat en compétition sur la barre transversale. Donc là, la probabilité de pouvoir mettre tous ces tirs au but à l'entraînement, mais sur des grands moments, de mettre 3 tirs au but exactement sur la barre transversale, qui n'est pas non plus anodin. On n'est pas sur un arrêt du gardien de but, on est sur un échec sur la cible. C'est quelque chose de particulier. Et donc, c'est quelque chose qui est également remarqué. Et là, j'en reviens à ce que disait ma collègue tout à l'heure, avec toute la pression qu'il peut y avoir au niveau social derrière. Et donc, nous, ce qu'on va essayer de voir ensemble là maintenant, c'est qu'effectivement, les facteurs mentaux semblent pouvoir engendrer des limites aux effets de l'entraînement physique et technique, toutes choses étant égales par ailleurs. Et la question, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que ces facteurs mentaux peuvent avoir un effet délétère sur une performance physique à un instant T? Alors, pour répondre à cette question, à partir du moment où vous faites de la compétition sportive ou toute autre activité motrice, il va falloir que nous soyons capables de contrôler notre mouvement. Et piloter le corps humain, c'est quelque chose qui est extrêmement complexe. Le corps humain est un système biomécanique très complexe. Dans un corps humain, on a plus de 200 os, plus de 50 articulations mobiles et plus de 500 muscles qui vont nous servir à faire bouger tout ça. Donc, contrôler son mouvement, c'est un peu comme jouer une musique, jouer une partition extrêmement complexe. Et pour jouer la bonne mélodie, il faut activer tous les muscles au bon moment, ensemble, avec la bonne synchronisation, la même quantité de force et la bonne durée. En musique, si vous ne jouez pas la bonne note au bon moment avec le bon rythme et à la bonne hauteur, vous n'avez pas la bonne mélodie. Sur le contrôle moteur, c'est exactement la même chose. Sauf que nous avons plus de 500 muscles à contrôler en même temps. Et donc, le grand chef d'orchestre de ce contrôle du mouvement, eh bien, c'est notre système nerveux central. Par système nerveux central, entendons ensemble dès à présent le cerveau, donc tout ce qui se trouve dans notre boîte crânienne, mais également notre moelle épinière qui fait partie intégrante du système nerveux central et du contrôle du mouvement. Donc, nous avons notre cerveau et notre moelle épinière. On s'adapte. Normalement, vous devez avoir la flèche. Donc, le cerveau et la moelle épinière qui vont, pour piloter le mouvement humain, contrôler l'ensemble de tous nos muscles au moyen de différentes connexions et réseaux de neurones très complexes et qui vont communiquer les uns avec les autres grâce à un langage qui est un langage neurophysiologique, électrophysiologique, pour pouvoir discuter ensemble. Quand on fait de la préparation physique, athlétique, la chance ou la richesse de cette science-là, c'est que lorsqu'on s'entraîne beaucoup,
sur le corps de l'individu, on peut percevoir visuellement les effets de l'entraînement. Les muscles sont plus gros, les muscles sont plus saillants, les muscles sont plus rapides, le taux de masse grasse diminue. Voilà, ce sont des impacts de l'entraînement qui sont très visibles. Donc on comprend tout à fait l'importance de l'entraînement physique. Quand on fait de la préparation mentale, on ne voit pas les réseaux de neurones, on ne voit pas les changements de potentialisation, on ne voit pas les changements de discours entre les différentes synapses, on ne voit pas les différents réseaux neuronaux qui sont impliqués pour faire les différents éléments. Donc, cette pratique mentale, elle est beaucoup moins accessible visuellement et donc peut-être cela explique la latence de la mise en place de cette préparation mentale systématique dans le sport de très haut niveau et dans d'autres performances comme en situation hostile. Alors, la question qu'on se pose, c'est est-ce que le contexte affectif impacte la réalisation des mouvements et surtout comment? Alors, si je reprends les approches en neuropsychologie cognitive, une théorie des années 95, éditée par Lang, qui est la théorie approche-évitement, nous rapporte les éléments suivants. Si je suis dans une situation dans laquelle on me demande de bouger le plus rapidement possible en direction d'une cible que j'apprécie, que je juge émotionnellement positive, affective. Les Anglais disent appétitive. Là, effectivement, la cible est appétissante pour notre coyote. Eh bien, dans ces conditions-là, mon temps de réaction et mon temps de mouvement seront plus rapides que si je fais exactement le même mouvement, mais en direction d'une cible jugée négative, voire neutre. À l'inverse, si je dois effectuer un mouvement de fuite, un mouvement d'évitement, et que je suis face à une stimulation, à un stimulus que je juge négatif ou très déplaisant, eh bien dans ce cas-là, effectivement, mes temps de réaction et mes temps de mouvement sont beaucoup plus rapides pour m'enfuir que si je dois m'enfuir d'une cible que je juge plaisante ou appétissante. Alors, l'idée qu'il y a derrière pour expliquer ce résultat, l'une des théories des discussions, c'est de se dire que, effectivement, peut-être qu'en contexte déplaisant ou en contexte stressant, notre cerveau, qui est un grand prédicteur, le cerveau prédit plus qu'il n'analyse, va prédire les conséquences de l'action si jamais je me rate. Et dans ce cas-là, en termes d'évolution et de survie, c'est peut-être pas la solution la plus pertinente. Eh bien, cette discussion-là a amené à la construction d'une autre théorie, toujours en psychologie cognitive, qui est la théorie de la conséquence de l'action. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment le contexte stressant qui serait à l'origine des modulations du contrôle moteur, mais plutôt leurs conséquences. Et pour nous démontrer ça, Shadmer, en 2010, va faire effectuer des mouvements d'approche en direction de cibles, mais cette fois-ci non plus pour aller en direction des cibles vraiment, mais pour aller éteindre l'image qui s'était projetée. Et donc, ce que nous montre Shadmer, c'est finalement l'opposé de ce que nous a démontré Lang, d'où l'introduction aussi du directeur de TMBI, qui est de se dire, les chercheurs, à chaque fois qu'ils trouvent une petite solution, ils rouvrent une immensité de questions. Ben là, c'est exactement le cas. C'est-à-dire que dans ce cas-là, mon temps de réaction et mon temps de mouvement, même si je m'approche d'une cible que j'apprécie, sont plus grands que si je m'approche d'une cible que je n'apprécie pas, mais pour aller l'éteindre. Donc, sans rentrer dans le débat entre les différentes discussions de ces deux courants, ce que nous pouvons en retirer, nous, c'est tout simplement que pour une même action, le contexte stressant, le contexte affectif, le contexte émotionnel à l'instant T va influencer significativement les temps de réaction et les temps de mouvement. Alors la question sous-jacente qui nous intéresse plus particulièrement encore est la suivante. Quels en sont les mécanismes? Quels sont ces mécanismes neurophysiologiques qui pourraient expliquer ces modulations du contrôle moteur en fonction des contextes? Eh bien, pour répondre à ces questions, nous allons rentrer dans une approche un petit peu plus neurophysiologique. C'est-à-dire que pour répondre à ces questions-là, maintenant qu'on a un petit peu vu comment notre système nerveux central commandait le mouvement, il suffirait, et c'est facile de le dire, de savoir comment le contexte affectif module l'activité du cerveau, de la moelle épinière ou de la commande motrice pour mieux comprendre ce contexte affectif et pourquoi, dans un cadre, je réussis 100% de mes mouvements, tandis que dans l'autre, j'échoue à plusieurs reprises de la même manière. Pour répondre à ces questions,
je voulais vous présenter une première étude qui est réalisée par Combes et ses collaborateurs et qui est une étude qui va utiliser la technique dite de stimulation magnétique transcrânienne. Alors, dans cette étude, les chercheurs ont présenté différents types de scènes à des participants volontaires. Soit des scènes jugées plaisantes où le participant voyait le vainqueur d'un défi sportif, soit des scènes plutôt déplaisantes où le participant visuellement était plutôt mis à la place de celui qui avait perdu ce défi sportif. Et dans le même temps, cette équipe de chercheurs a stimulé, à l'aide de ce petit stimulateur qui est la stimulation magnétique transcrânienne, des motoneurones situés dans le cortex moteur primaire, donc les motoneurones responsables d'un mouvement volontaire bien précis des doigts, pour ensuite analyser la conséquence motrice et physiologique de cette stimulation. Alors, quel est l'avantage de cet outil? C'est que ici, le participant ne commande pas lui-même le mouvement. C'est le scientifique qui, à l'aide de son appareil, va déclencher les motoneurones. Donc, il sait quelle est la quantité de stimulation qu'il a envoyée dans le système et il va pouvoir analyser la quantité électrophysiologique de sortie. Donc, ces auteurs nous montrent que, dans un premier temps, leur paradigme expérimental permet de reproduire les théories approche-évitement qu'on a pu voir chez Lang ou chez Shadmer, à savoir que, en fonction du contexte, que ce soit plaisant, déplaisant ou neutre, on a une différence significative des temps de réaction. Dans cette étude-là, on a des temps de réaction qui sont plus bas, donc on pourrait dire une performance qui est meilleure, un temps de réaction plus court lorsque le sujet regardait des scènes déplaisantes. Ça, c'est nouveau. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, ici, les chercheurs ne s'arrêtent pas au temps de mouvement et au temps de réaction, mais poursuivent leur analyse avec la quantité de force produite par les mouvements du doigt. Et ce qu'ils remarquent, c'est qu'en contexte déplaisant, pour la même entrée, pour le même mouvement, le système produit plus de force que dans des contextes plaisants et neutres. Et enfin, on arrive ici au potentiel évoqué moteur, c'est-à-dire ce signal-là, d'accord, qui est directement la conséquence de la stimulation magnétique transcrânienne et de la descente du signal à travers tout le système nerveux central jusque dans les muscles. Et on voit que ce potentiel évoqué moteur est beaucoup plus grand en contexte déplaisant qu'en contexte neutre. Et ce, pour exactement la même quantité de stimulation et pour exactement le même mouvement. Alors, ça veut dire quoi, tout simplement? Ça veut dire qu'en fonction du contexte affectif, et si le contexte affectif est déplaisant, comparativement à un contexte neutre, l'excitabilité du faisceau neuronal corticospinal va augmenter. Et ça de manière tout à fait inconsciente. Donc, on a déjà une première réponse. Le contexte affectif, dans certaines conditions, va moduler l'excitabilité corticospinale du chef d'orchestre du mouvement. Donc, on comprend là que ça va pouvoir avoir un impact sur la performance motrice. Une deuxième étude qui se penche plus particulièrement, celle de Miller et ses collaborateurs en 2019, sur des réseaux de neurones qui sont juste un petit peu en dessous du cortex moteur primaire et qui sont des réseaux bien connus pour avoir un rôle important dans la perception des émotions, qui est l'amygdale et le cortex limbique. Alors, ces auteurs, cette équipe scientifique a travaillé sur des petits animaux de manière à pouvoir cette fois-ci enregistrer, non pas indirectement comme l'équipe précédente, mais directement l'activation des différents réseaux de neurones lors d'une tâche motrice des petits animaux face à différentes stimulations. Et on va voir ça de suite ensemble. Alors, premièrement, cette équipe, elle équipe, c'est le cas de le dire, les petits animaux avec un dispositif qui leur permet d'enregistrer l'activité neuronale. Ils placent les animaux devant un petit labyrinthe et la tâche pour les animaux, c'est de s'orienter dans le labyrinthe pour réussir à aller chercher la nourriture placée de l'autre côté. Et pendant ce temps-là, l'équipe de scientifiques est capable d'enregistrer la connectique entre les différents neurones qui s'activent au niveau de l'amygdale.
Ils vont ajouter ensuite à cela 3 différentes conditions. La première condition, c'est que dans certains cas, ils placent sur le trajet du labyrinthe l'odeur d'un chat, une odeur de prédateur. Dans une seconde condition, une condition neutre, ils posent sur le trajet de l'animal un petit robot qui ne ressemble à rien de ce que l'animal connaît. Et enfin, dernière condition, qu'on aurait pu analyser comme celle qui était positive, il place sur le parcours du petit rongeur l'odeur d'un confrère, l'odeur d'une autre souris. Les résultats comportementaux obtenus face à l'odeur du prédateur, les scientifiques obtiennent bien évidemment un comportement d'évitement. Face au robot bug, au signal neutre, une part, à peu près la moitié des individus s'approchent. Alors, les scientifiques nous disent bien que s'approcher, ce n'est pas forcément positif. Certains s'approchent pour essayer d'avoir une interaction sociale amicale, d'autres s'approchent pour lui taper dessus. L'autre moitié, quant à elle, évite et fuit ce nouveau stimulus. Et enfin, dans le dernier cas, 100% des animaux approchent, la majorité pour des relations amicales, certains avec une attitude belliqueuse. Donc, dans cette expérimentation avec des petits animaux, les scientifiques se replacent bien dans le contexte approche-évitement, comme nous l'avions vu avec Lang, dans l'approche en neuropsychologie cognitive au début. Au niveau de leurs résultats, voilà ce qu'ils démontrent directement dans le réseau de neurones des petits animaux. C'est que pour des comportements d'approche, nous avons un réseau de neurones de l'amygdale vers l'hypothalamus qui est un centre de traitement sensoriel très important pour le contrôle moteur. Donc nous avons une voie de sous-neurones dans l'amygdale qui va favoriser les comportements d'approche, de fuite, et une seconde voie un petit peu plus dorsale, complètement différente, qui va, elle, favoriser les mouvements d'approche. Donc pour une même tâche, un même but, traverser le labyrinthe pour aller manger, en fonction des différents contextes, on a différents types de réseaux de neurones qui vont s'activer, toujours pour mener à bien cette tâche quand même. Donc la conclusion de tout ça, c'est qu'en fonction des différents contextes et pour un même objectif, nous avons des sous-populations, au moins chez les petits animaux, des sous-populations de neurones qui vont innerver différemment les structures sensorielles, émotionnelles et en très étroite relation avec les structures qui génèrent les comportements de moteur volontaires. Donc les mécanismes de l'impact du contexte affectif sur le contrôle du mouvement, on vient d'en voir au niveau du cortex moteur primaire, on vient d'en voir au niveau un peu plus sous-cortical de l'amygdale et du cortex limbique. Et comme on est dans le mouvement et ce soir dans le sport de haut niveau, on peut se poser une dernière question sur la nature des implications au niveau de la commande musculaire, au niveau des muscles. Est-ce que la manière dont ils se contractent entre eux change ou reste identique en fonction des différents contextes pour une même tâche? Alors c'est une question à laquelle nous avons essayé de répondre ici au laboratoire. Pour cela, nous avions demandé à des participants de réaliser des mouvements de pointage du doigt, c'est-à-dire aller taper sur des cibles le plus rapidement possible dès qu'elles s'allument, en sachant que derrière ces cibles étaient présentées soit des images déplaisantes, soit des images plaisantes, soit des images jugées neutres par les participants. Ici, c'est un mouvement volontaire, donc ce sont les participants eux-mêmes qui volontairement vont envoyer une commande musculaire pour réaliser ce mouvement de pointage. Et nous enregistrons l'activité électrophysiologique d'un grand nombre de muscles pour essayer de mieux comprendre comment la modification de ces images aurait pu éventuellement modifier le contenu des commandes qui activent les muscles. Donc nous enregistrons un grand nombre de muscles, colorés ici en rose, répartis à travers tout le corps. Et grâce à une technique qui est développée ici dans le laboratoire, nous sommes en mesure de quantifier le niveau de synchronisation, le niveau de coordination de chaque muscle les uns par rapport aux autres. C'est ce qu'on appelle ici la cohérence EMG-OMG, la cohérence d'un muscle avec un autre. Plus le carré est de couleur chaude, et plus la synchronisation entre la paire de muscles est importante. Et ce qu'on peut voir, c'est que pour une tâche exactement identique, en contexte plaisant, entre tous mes muscles posturaux ici, ce sont les muscles de mes jambes et les muscles de mon tronc, j'ai
une coordination qui est plutôt forte, alors que pour le même mouvement, sur les mêmes muscles, ici, j'ai une coordination qui est plutôt faible en contexte déplaisant. Ça veut dire quoi? Tout simplement que la coordination entre les muscles posturaux diminue lorsque le contexte affectif est déplaisant. Et là, je ne peux pas m'empêcher de repenser au tir au but d'Antoine Griezmann qui, à l'entraînement, est réussi à tous les coups, et en contexte affectif un petit peu déplaisant, a une balle qui monte trop et finit toujours sur la trajectoire. Quand on sait que dans ce contexte-là, la coordination entre les muscles posturaux, qui semblent être quand même prépondérants pour une frappe au football, peuvent être différentes de celles de l'entraînement, on peut comprendre quelles pourraient être les origines neurophysiologiques de ces 3 échecs en compétition. Alors pour conclure, avant de rendre la parole aux experts de terrain, puisque nous ne sommes que des gens de laboratoire, une petite synthèse sur le contexte affectif qui va impacter de manière significative le système nerveux central, qui est ce grand chef d'orchestre du mouvement humain. Ce contexte affectif, il est capable de moduler les temps de réaction, les temps de mouvement, les niveaux de force pour un même mouvement dans des contextes différents. D'un point de vue un petit peu plus neurophysiologique, on sait aussi qu'il module les fréquences cardiaques et les fréquences respiratoires, même si je n'ai pas pu vous présenter ça ce soir pour des raisons de temps. Et on a vu aussi derrière qu'il modulait la coordination posturale entre les différents muscles. De manière un petit peu plus invasive, on sait que sur les travaux de Combe, le contexte affectif va moduler l'excitabilité du faisceau corticospinal, ce grand faisceau du contrôle moteur volontaire, et qu'il va induire un recrutement de réseaux neuronaux sensorimoteurs un petit peu différent, alors que la finalité, c'est quand même de faire le même mouvement. Donc, pour des mouvements exactement similaires, une différence de contexte affectif, comme entraînement versus compétition, et encore plus si la compétition est extrêmement importante et rare, peut altérer alors les performances du contrôle moteur. Et ça, toute chose des compétences physiques et athlétiques étant égales par ailleurs. Donc, en tant que scientifique, les conseils très logiques que l'on pourrait donner et que je pourrais donner à mes collègues préparateurs mentaux, c'est il va falloir développer, chercher, développer, trouver des protocoles d'entraînement mentaux qui permettent de mieux appréhender l'impact des différents états affectifs sur la performance motrice. Donc ça, ce sont des travaux qui sont initiés ici au laboratoire tonique. Et le deuxième, c'est de parvenir à s'entraîner à performer dans des contextes affectifs identiques, ce serait utopique, mais au plus proche de ceux qu'on pourrait rencontrer le jour J. Mais pour vraiment conclure et vous répondre sur des critères de terrain, je vais redonner sans plus attendre la parole à ma collègue pour qu'elle vous précise tout ça avec nos champions présents ici également. Merci, merci Lilian. Alors, poursuivons. Bien, donc d'un point de vue un petit peu plus concret, nous allons essayer progressivement de vous montrer ce que c'est que la préparation mentale. Une première façon de rentrer dedans, ce sera de nouveau par le témoignage des athlètes Iden Garcia et Joris Bouchot à travers une petite vidéo. Pour moi, la définition de la préparation mentale chez un athlète, ce serait encourager, motiver, envoyer une détermination à l'athlète pour qu'il réussisse ses objectifs et qu'il atteigne sa performance au maximum. La préparation mentale, c'est vraiment réussir à trouver un équilibre et à savoir ce sur quoi on est fort, ce sur quoi il faut travailler et arriver prêt pour la compétition. Au travers de ces exemples, on voit que l'accent est surtout mis sur le fait que la préparation mentale sert dans un premier temps et principalement à préparer, à gérer la compétition. Pour cela, en régulant les motivations, les émotions, les pensées qui vont survenir avant et pendant la compétition. Donc, c'est effectivement le but principal, mais la préparation mentale va chercher à atteindre ce but
tout en n'oubliant pas de promouvoir le plaisir, de faire en sorte que l'athlète continue à pratiquer avec le plus de plaisir possible et en faisant en sorte qu'il soit autonome, qu'il devienne autonome dans la maîtrise de ses capacités mentales. Un deuxième objectif de la préparation mentale, c'est également, au-delà de simplement la compétition, d'optimiser également l'entraînement, la qualité de l'entraînement et l'efficacité de l'entraînement, ainsi que les habiletés de communication, les habiletés psychosociales qui permettent à l'athlète de bien gérer les relations avec son entourage. Pour moi, la définition de la préparation. Pardon. Voilà. Alors, d'un point de vue plus théorique, la préparation mentale se situe dans une approche cognitive et comportementale de la psychologie. Dans un premier temps, historiquement, elle a d'abord cherché à développer des habiletés mentales et des techniques mentales chez l'athlète, en utilisant donc des habiletés pour lui permettre de réguler ses émotions, son attention, sa motivation, son énergie, et ceci en utilisant des outils qui sont les techniques mentales, qui peuvent être de l'imagerie mentale, du dialogue interne, de la fixation d'objectifs, etc. Donc quand on pense dans le préparation mentale, c'est souvent sur ces outils-là qu'on nous interroge. On dit, mais alors, donnez-nous un exemple d'exercice, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Donc, c'est le côté technique, mais ces techniques sont au service d'habiletés plus larges. Dans un deuxième temps, en psychologie, dans les interventions psychologiques, on a vu arriver la troisième vague de ces interventions psychologiques qui a déferlé aussi sur la préparation mentale et qui a donné lieu à tout un ensemble de travaux qui utilisent plutôt la pleine conscience, l'acceptation et l'engagement. Donc la différence par rapport à la première orientation, c'est que dans la première orientation, on va surtout le plus souvent chercher à modifier l'état interne du sportif pour le rendre compatible avec la performance, tandis que dans de la deuxième orientation, on va plutôt amener l'athlète à prendre conscience de ses pensées, de ses émotions, à les accepter et être capable de performer, quelles que soient finalement ses pensées et ses émotions et lorsqu'elles sont présentes. Je vais passer là-dessus. À quoi va amener donc cette préparation mentale? On va l'évaluer au travers de recherches scientifiques qui vont chercher à en évaluer les effets. Est-ce que les méthodes mises en place par la préparation mentale permettent effectivement d'atteindre les objectifs qui sont fixés dans cette méthodologie? Alors, si on fait une recherche dans une base de données d'articles scientifiques, ici c'était Web of Science, sur les 10 dernières années autour des habiletés mentales et de l'entraînement de ces habiletés mentales, on va trouver principalement des études de cas, c'est-à-dire des recherches avec un petit nombre de participants qui n'ont pas de groupe contrôle. C'est vrai que le contexte de l'entraînement et de la performance de haut niveau en particulier font qu'il est difficile de mettre en place des études avec des essais contrôlés. Il en existe cependant quelques-unes. Malgré tout, la littérature est assez fournie et ce qui permet de faire des revues de littérature ou des méta-analyses, que ce soit pour les études de cas avec design expérimental ou bien les essais contrôlés. Et ces revues de littérature montrent qu'il y a effectivement un effet significatif de la préparation mentale, ce qui permet d'avoir, dans le cas où on a un programme de préparation mentale qui est conduit sur plusieurs séances, qu'il associe une technique ou plusieurs, qu'il utilise une seule technique ou plusieurs techniques. Ce programme permet généralement d'améliorer effectivement les habiletés mentales qu'on a souhaité développer. Cependant, les effets sur la performance sportive elle-même ne sont pas toujours présents et à vrai dire, ils ne sont pas toujours mesurés dans les études. Pour poursuivre, nous allons voir un exemple d'étude qui a testé l'efficacité d'un programme de préparation mentale dans le golf. Il s'agissait ici de 4 golfeurs de niveau national en Grande-Bretagne qui ont été choisis parmi un panel de volontaires
parce qu'ils ressentaient des émotions dites débilitantes, c'est-à-dire qu'ils jugeaient perturbantes pour leur performance. Et donc l'objectif, c'était de leur permettre de contrôler ces émotions et surtout d'éliminer les effets néfastes qu'ils pouvaient avoir sur leur performance. Donc ce programme d'entraînement mental était conduit sur 13 semaines et comportait donc 3 étapes. Une première étape où l'athlète apprend à reconnaître, à identifier les situations qui lui posent problème, à identifier quelles sont ses pensées à ce moment-là, quelles sont les émotions que ça suscite chez lui. Dans une deuxième étape, il apprend ensuite à rationaliser, à restructurer ses émotions et ses pensées, à changer finalement sa façon de les concevoir. Et dans une troisième étape, il devait apprendre à orienter son attention sur la tâche, même si ses pensées, ses émotions étaient présentes. Pour évaluer l'efficacité de ce programme d'entraînement mental, on met en place des mesures avant le programme sur une période de 5 semaines où on va les répéter plusieurs fois de façon à établir une base de référence qui soit stable. Donc les mesures utilisées dans cette étude, c'était des mesures sur les émotions qui étaient testées chez ces sportifs, donc l'anxiété, la nervosité, la colère, la frustration, le désappointement. Et est-ce que ces émotions étaient jugées par les sportifs comme facilitantes de la performance ou au contraire débilitantes? On a demandé aussi aux sportifs d'évaluer leur performance subjective, c'est-à-dire est-ce qu'ils pensaient avoir bien joué, et on a pris aussi des indices de performance objective. Tout ceci est complété par des entretiens individuels. Après le programme d'entraînement mental, on a laissé passer dans cette étude 3 mois et on a refait les mêmes tests, de nouveau étalés sur 4 semaines, donc répétés pour avoir des données assez fiables et pouvoir les comparer avec les données du pré-test. Alors on va s'intéresser ici à un des entretiens, un petit extrait d'entretien d'un de ces golfeurs pour comprendre quel était le contenu de ce programme de préparation mentale. Donc il nous dit, je suis au départ du 10e tee. Il y avait beaucoup de gens qui regardaient, beaucoup de gens qui s'entraînaient sur le practice et j'avais un fort vent de face. Donc ici, il identifie les éléments dans la situation donnée qui, pour lui, sont des facteurs de stress. Je pensais, je ne veux pas frapper un mauvais coup maintenant. Je ne veux pas envoyer dans l'eau à gauche. Je ne veux pas rater. Parce que je voulais réussir et que je voulais paraître bien devant tous ces gens qui regardaient. Donc ici, il identifie en quoi ces facteurs de stress vont l'amener à certains types de pensées. Et ici, vous constatez que ces pensées sont toutes des pensées sur les actions qu'il ne veut pas faire, mais et peu sur les actions qu'il veut faire, c'est-à-dire réussir. Deuxième aspect, c'est aussi qu'on voit bien qu'il y a une pensée tournée vers l'évaluation sociale, c'est-à-dire qu'est-ce que les autres vont penser de ma performance. Ensuite, il nous dit, je ressentais alors de l'anxiété principalement et peut-être un peu de nervosité. Donc, il apprend à identifier les émotions que ça suscite. Et il nous dit ensuite que comme c'était encore au début du programme, je ne les voyais pas ces émotions comme bénéfiques, je les voyais juste comme non importantes, alors qu'auparavant, je les trouvais négatives. Donc ici, on voit l'évolution de sa conception de ces émotions. Avant, au début du programme, ces émotions, il les juge comme négatives, elles vont avoir un effet néfaste sur sa performance. Ensuite, ça évolue, elles sont pour lui plutôt neutres. Et en fin de programme, il les voit plutôt comme quelque chose qui va être bénéfique à sa performance. Ensuite, quand je les ai ressentis, je me suis placée devant la balle. Cette technique m'a aidé à changer de focus et j'ai réalisé un bon drive au milieu, donc j'étais content. Donc ici, c'est la troisième étape de cette habileté. Il est capable d'orienter son attention sur la réalisation de la tâche et ceci est déclenché par un comportement moteur qui est de se placer en position de frapper la balle. Donc on voit ici le contenu de ce programme qui est explicité dans ce témoignage. Au final, que montrent les résultats? Les 4 participants ont effectivement modifié leur interprétation des émotions. Ils ont réussi à orienter leur attention sur la tâche, même si ces émotions sont présentes, et ils ont amélioré leur performance perçue.
ici, on peut compléter sur ces effets de la préparation mentale qui sont ici beaucoup liés à la gestion du stress et des émotions suscitées par la compétition par les témoignages des sportifs. À la base, la préparation mentale, c'était vraiment pour arriver prêt en compétition. L'année après, au championnat de France, qui sont nos qualifications, ça m'a permis de mieux appréhender la chose et de réaliser mes meilleurs temps. Et au fur et à mesure aussi, d'arriver plus conscient de ce que je suis, de ce qui sont mes forces et mes faiblesses. Et ça, c'est toujours pas fini, mais on y arrive quand même beaucoup mieux qu'au début. Que ce soit dans mon quotidien, dans mes relations avec les autres, dans mes relations aussi avec mes adversaires ou avec mes partenaires d'entraînement, ça m'a aidé à énormément de niveaux. Et là, comme j'ai pu le dire, au début c'était vraiment un aspect arriver prêt en compétition. Maintenant c'est beaucoup plus global et ça m'a aidé, même je pense au-delà de ce que je pensais. Bien, donc on pourra peut-être compléter ce témoignage tout à l'heure avec Joris, puisqu'il est présent avec nous et qu'il va de nouveau et qu'il va pouvoir intervenir et développer un petit peu autour de ça. Concrètement, comment est-ce qu'on entraîne le mental? On a eu un petit aperçu au travers de l'étude que je vous ai présentée. On va maintenant voir ça plus concrètement avec un entraîneur, donc Laurent Lagarrigue, et puis les témoignages des sportifs. Donc, nous allons passer la parole à Laurent. Très bien, je vous remercie puisque je suis à distance. Je vous remercie aussi de m'avoir proposé de témoigner. Donc, c'est un témoignage vraiment en tant qu'entraîneur avec beaucoup d'humilité. Dans un premier temps, moi, je voulais juste situer un petit peu ce que j'entendais par préparation mentale. Voilà. Donc, du coup, je vous propose de passer sur la première diapo. Il y a un peu de redite parce que des choses ont été dites dans les débuts des interventions. Donc, pour moi, c'est un ensemble d'habiletés qu'il convient d'entraîner comme d'autres habiletés, les plus connues étant les habiletés physiques, et pour mieux comprendre et gérer ses émotions. Et en fait, ça fait assez longtemps que je me suis passionné pour ces sujets, partant d'un constat récurrent de manquement, avec combien de débriefs de compétition où on se disait oh, on est passé à côté, c'était dans la tête, et finalement peu de remédiation possible. Alors, c'est vrai que il y a quelques temps, il y avait plus de problématiques qui se posaient à ce niveau-là, puisqu'en fait, il y avait quand même la question de la place de l'entraîneur sur ce champ-là, un certain nombre de peurs, de compétences, j'y reviendrai tout à l'heure. Et puis, il y a aussi dans certaines structures, il y a pas mal de blocages aussi au niveau des aspects financiers. Est-ce qu'il faut passer par une nécessaire externalisation? C'était des questions qui se posaient. Et finalement, tout en ayant vraiment conscience de mes limites et de nos limites, puisque moi, j'agis pas seul là au sein de ma fédération, on a pris ça à bras le corps en disant qu'il fallait faire l'essentiel, faute de mieux, justement pour commencer à proposer cet accompagnement aux sportifs sur un certain nombre de domaines, voilà, qui nous semblaient vraiment pouvoir être porteurs de différences, de performances, de bien-être aussi, tout en étant vraiment conscient de la place qu'on avait. Nous restons des entraîneurs, même si on s'est formé aussi sur la durée pour essayer d'être de plus en plus performant dans l'accompagnement de ces athlètes. Voilà, donc je vous propose de passer à la deuxième diapositive qui est finalement un témoignage autour de 10 années, peut-être plus, d'évolution. Alors, c'est vrai que le parti pris, moi, c'était d'être très concret pour essayer de témoigner un petit peu des méthodes là qu'on a pu mettre en place. Moi, j'ai été entraîneur depuis plusieurs années, notamment des équipes jeunes à une période. Et en fait, l'idée, c'était vraiment d'une construction au long cours par rapport aux jeunes sportifs. Donc, on a toujours eu une espèce de constance. C'était l'idée de faire, quoi qu'il arrive, et surtout d'être concret. Et en fait, pour être concret avec les jeunes sportifs, on travaille beaucoup sur la base d'images, notamment d'illusions d'optique, par exemple, pour faire prendre conscience qu'il peut se passer des choses d'un point de vue du cerveau qui sont pas forcément notre appréhension classique du réel. Il peut y avoir un certain nombre de distorsions et qu'il s'agit d'appréhender au mieux, justement pour pas se faire avoir, entre guillemets. Et finalement, le gros déclencheur pour moi, ça a été un petit mémo, là, un petit livre qui s'appelle S'entraîner à perdre, guide pas pratique. Donc, vous voyez un petit peu le contre-pied qui a été édité par Olivier Guidi, là, qui est un ancien collègue à nous de la fédération et qui s'est spécialisé sur le sujet et qui est vraiment
nous accompagne encore dans ces thématiques et grâce à lui, je pense que on a pu beaucoup avancer. Donc, je voulais quand même le citer. Voilà. Donc, nous, on a eu une première méthode qui a été la suivante. L'idée, c'était d'imposer presque une forme de méthode, une espèce de boîte à outils à destination des athlètes. Et on est parti sur une approche que nous a proposée Olivier autour du cycle de la motivation. Alors, ce cycle de la motivation, il se découpe en 3 temps. Un premier temps qui est l'avant-compétition, où l'idée centrale, c'est l'envie. Comment susciter l'envie? Alors, il y a plusieurs facettes, je vais en décrire une, mais j'en lis certaines. Donc, il y a notamment tout ce qui est relatif à la définition de l'objectif qui nous prend beaucoup de temps, puisqu'en fait, c'est quand même un peu le cadrage de ce qu'on fait et où on veut aller avec l'athlète et où l'athlète veut aller aussi tout seul. Et en fait, là-dessus, sur la définition de l'objectif, il y a vraiment un élément central, c'est de bien faire la distinction entre les objectifs, on va dire, opérationnels, de progrès, de moyens, et les objectifs de résultat, qu'on appelle plus comme ça d'ailleurs, qu'on appelle plutôt finalité. Et d'un côté, on peut avoir une colonne ascendante entre les objectifs de moyens pour aller vers la finalité. Donc, cette colonne ascendante, c'est plutôt le comment faire. Et quand on la prend dans l'autre sens, c'est pourquoi faire. Donc, il y a toujours cette quête de sens. Alors, pour être concret, par rapport aux outils qu'on essaye de déployer, ou qu'on essayait, je vous en parlerai après. Donc, dans la boîte à outils, on avait des outils de ce type par rapport aux plus jeunes, notamment là, l'illustration, c'est gérer le moment de bascule. Se pose la question de basculer entre la période de préparation et la compétition. Quand est-ce qu'on rentre en mode compétition? Et ça, c'est vraiment un enjeu fort qu'on a perçu au cours des années avec pas mal d'athlètes, parce qu'on s'est aperçu que beaucoup d'athlètes étaient finalement en deçà de leur potentiel parce qu'ils arrivaient au moment de la compétition avec une forme d'usure, de fatigue mentale. Et pour beaucoup, notamment dans le cadre des équipes nationales, on s'est aperçu qu'en fait, pour eux, la compétition commençait dès le moment du rendez-vous. Alors, quand on va à l'étranger, des fois, c'est 1 jour, 2 jours avant, dans les avions ou autres. Et donc, on s'est vraiment intéressé à ça pour éveiller les athlètes en disant, voilà, il y a un moment donné où il faut vraiment se mettre en mode compétition et surtout essayer de garder son énergie. Donc, vous voyez la petite illustration, elle est en 2 temps, elle est avec le côté un petit peu trop tôt et la petite usure. En dessous, trop tard, on risque de ne pas être prêt. Le petit équilibre, là, la balance, c'est finalement essayer de trouver l'équilibre. Et la petite liste que vous voyez en dessous à droite, c'est finalement un peu la checklist qui est, elle, dans une chronologie précise en fonction de l'athlète, c'est-à-dire comment on gère à partir de 2 jours avant, qu'est-ce que je fais 1 jour avant, 2 jours avant, à quel moment vraiment je passe vraiment en mode compétition. Alors ça peut être très, très différent. Il y en a, c'est la veille au soir, il y en a, c'est à l'échauffement. Et donc voilà, donc ça, c'est vraiment pour illustrer. Et il y a beaucoup d'échanges finalement, puisqu'il n'y a pas de recette unique. Et je vous ai mis en bas là une petite flèche, une petite chronologie avec 3 termes, c'est j'ai compris, j'utilise et j'ai intégré. Alors ça me semble vraiment central parce que je crois que ça a été évoqué par les intervenants précédents. Sur la préparation mentale, en fait, les signaux sont très, très faibles en termes de perception. Et autant on va avoir beaucoup d'athlètes qui vont avoir compris de quoi on leur parle, ils vont avoir compris le sens, l'intérêt. Par contre, utiliser et avoir intégré, c'est-à-dire être capable de ne pas se faire absorber par une situation que l'on ne veut pas et surtout ne pas avoir les signaux pour s'en extraire au plus vite. Puisqu'en fait, on voit qu'en compétition, les choses peuvent tourner très très vite entre, par exemple, un état de confiance absolue en arrivant, puis on voit un concurrent ou autre. Ça peut vite tourner. Et puis souvent, on se joue de la petite phrase « Ne pense pas au lion dans la savane ». Bon, mais voilà, là, je crois qu'en une phrase, je pense que la moitié de l'auditoire a dû être embarquée dans les hautes steppes. Voilà, en fait, il y a des petits mécanismes comme ça qui font qu'en 1 minute, on peut vraiment basculer sur des états psychologiques qui font qu'on va être moins performant, ou en tout cas pas après à déployer ce que l'on a envie de déployer dans le champ de la compétition et notamment des habiletés au sens plus large. Je vous propose de continuer donc sur la diapo suivante. Donc là, on était sur la première approche avant la compétition. Pendant la compétition, il y a la question d'être impliqué, vraiment d'être impliqué. La petite phrase un peu mémo pour moi, c'était plutôt essayer d'amener les gens dans l'idée d'être occupés et de ne pas se préoccuper. Alors, il y a différents outils, notamment autour de la respiration, sur s'activer, se relaxer.
Gérer les temps morts aussi. Qu'est-ce qui se passe dans un temps mort de compétition? Alors, ça dépend des disciplines, mais chez nous, on peut avoir différents temps morts, hein, entre plusieurs voies d'escalade qui sont entrecoupées. Des fois, on a des circuits où c'est 3-4 minutes. Donc là, il y a pas mal d'éléments sur vraiment gérer la compétition au moment où elle a lieu, dans son cœur, si j'ose dire. Et puis, il y a l'idée aussi de préciser un certain nombre de choses. Donc ça, c'est l'illustration que je vous ai mise autour de l'idée de se concentrer. Donc, se concentrer, finalement, lorsqu'on dit à un athlète « concentre-toi », ben, c'est pas un cadeau dans le sens où, en fait, il y a plusieurs états de concentration et en fait, il faut être plus précis pour arriver à guider l'athlète, pour avoir la perception vraiment de est-ce que sa concentration va être focus par rapport à ce qu'il a à faire. Et donc là, le petit modèle présenté, alors j'espère que ça va être suffisamment concret, il présente 3 échelles, en fait, une échelle de temps, le passé, le présent, le futur, une échelle de lieu, c'est-à-dire ailleurs ou ici, et puis une échelle, l'échelle verticale à gauche, où il y a moi, c'est-à-dire moi l'athlète, les autres, potentiellement les concurrents ou l'environnement, les parents et les éléments. Ça peut être le support. Voilà, il y a des choses qui se jouent aussi en escalade, notamment d'un point de vue du support. Et chaque cube, donc vous en avez 18 là dans ce mini Rubik's Cube, chaque cube correspond à un état de concentration. Et finalement, le moi ici présent, le carpe diem des poètes disparus, c'est un seul cube. Et c'est ce qu'on va essayer de mettre en exergue avec les athlètes, c'est d'avoir cette conscience que finalement, être concentré, focus sur la tâche à accomplir, c'est un des 18 cubes de ce petit modèle de la concentration. Parce que par exemple, si vous êtes, je sais pas moi ici, l'année dernière, j'ai gagné la compétition, vous êtes juste sur le cube d'à côté, mais vous êtes dans une situation où votre attention, elle est focalisée sur un événement passé et donc pas impliquée pleinement sur le moment présent pour réaliser ce que vous avez à faire. Voilà pour essayer d'être concret sur ce deuxième temps pendant la compétition, l'implication. Et ensuite, après la compétition, alors c'est un peu moins dense, mais par contre, on a eu beaucoup de travail pour essayer d'optimiser tous nos travaux, si j'ose dire, de débriefing, passer aussi par rapport à l'athlète du statut quand on débriefe de la faute à l'erreur, faire bien la différence entre ce que je produis et ce que je suis en tant qu'être. Et souvent, il y a des amalgames qui sont faits et c'est vrai que c'est un peu contre-productif. Alors, l'image du sandwich, c'est juste pour illustrer, hein, c'est en fait, au-delà des différentes techniques de débriefing qui existent, le petit outil mémo pour nous, c'est sur la méthode du sandwich, la première couche, c'est essayer d'extraire quand même quelque chose de positif de la situation vécue, un renforcement positif. La deuxième couche, c'est aborder éventuellement les problématiques, ce qui est un peu moins bien passé. Et la troisième couche, la couche inférieure, c'est l'idée de traduire ça en un objectif de travail et finalement d'être déjà dès la post-compétition, lorsqu'elle se passe parfois mal, d'être déjà en mode solution. Donc ça, voilà un petit peu ce modèle autour du cycle de la motivation qu'on a essayé de déployer pendant plusieurs années, qu'on déploie encore, mais peut-être de manière un peu moins complète. Aujourd'hui, on peut passer à la troisième diapo si vous voulez bien. On déploie donc de manière un peu moins complète parce que justement, par rapport à ce que j'ai dit en intro, il y a eu une grande évolution dans le contexte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a déjà dans les structures d'État ou autres des confrères spécialisés dans la préparation mentale qui interagissent avec les athlètes. On a aussi des athlètes qui ont des préparateurs mentaux à titre privé. Et donc, du coup, on a effectivement, il y a différentes approches, en plus avec des gens spécialisés. Donc, nous, on cherche plus à déployer cette méthode un peu complète. On s'adapte, on est dans l'échange et surtout, on essaye vraiment d'être un peu en connexion parce que quelque part, la préparation mentale, c'est beaucoup d'échanges entre l'athlète et l'entraîneur. Moi, j'ai tendance à dire, dès qu'on discute du fond avec un athlète, d'une manière ou d'une autre, on est sur le champ de la préparation mentale. Alors aujourd'hui, finalement, on n'est plus dans une méthode à la carte, en essayant vraiment de comprendre au mieux comment fonctionnent les athlètes, de manière à avoir une réponse la plus adaptée possible, en fonction de aussi ce qu'ils font ailleurs dans d'autres sphères que les nôtres, puisqu'on ne les a pas parfois tous les jours, et aussi sur les entraîneurs, puisqu'on s'est vraiment aperçu que dans cette interaction, la place de l'entraîneur, son propre questionnement a un véritable impact. Alors, en termes d'exemple, d'un point de vue du sportif, finalement, on peut se poser, c'est presque pour nous une des premières étapes, quelle perception de la compétition. Donc, si vous voulez bien, je vous propose 2 photos. Donc, vous pouvez la mettre la seconde. Voilà. En fait,
on peut mettre très concrètement des photos au sol et puis dire à l'athlète finalement la compétition, voilà, qu'est-ce que ça représente le plus pour toi, et il va le diriger vers une ou plusieurs photos d'ailleurs, et après on parle en fonction de ces photos-là. Donc vous voyez bien sur la photo de gauche où on est plutôt sur un théâtre de guerre ou de combat, une approche quand même très très différente peut-être d'un voyage je ne sais où là, en tout cas qui a l'air pas déplaisant du tout sur la droite, mais ça veut dire que lorsqu'on interagit nous avec l'athlète, ayant conscience que par exemple si l'athlète il est plutôt avec ses représentations sur la photo de gauche en termes de théâtre de guerre, c'est la compétition, il va être dans la confrontation, la concurrence, voilà. Et donc ça veut dire aussi que dans les discussions qu'on a, les discours, si l'on sait ça, on peut jouer de leviers beaucoup plus adaptés, quoi. Je pense qu'un athlète qui est plutôt sur le modèle de droite, là, avec la voiture et les ballons, je suis pas sûr que le vocabulaire guerrier lui parle beaucoup. Alors qu'on sait très bien que des fois, l'entraîneur peut avoir sur des instants un peu clés des causeries qu'il essaye d'être le plus marquantes possible, soit pour faire réagir, soit pour entretenir le fonctionnement classique de l'athlète. Donc voilà, donc ça, c'est d'un point de vue de l'athlète. Et finalement, on déploie aussi la même chose d'un point de vue de l'entraîneur. Donc, si vous voulez passer à la diapo suivante, où finalement, il y a l'idée quand même de se situer personnellement de plus en plus, parce qu'avant, en tout cas dans le modèle qu'on développait classiquement, c'était un peu la méthode imposée, c'était un peu l'athlète et la page blanche sur laquelle on écrit dessus avec notre programme de préparation mentale. Aujourd'hui, voilà, on est vraiment dans cet échange et finalement aussi la perception qu'on a de nous-mêmes en fonction de différents événements, c'est-à-dire aussi lorsqu'on vit une compète sur 3-4 jours, il n'y a pas que des moments plaisants, il y a aussi des moments de fatigue, des moments de stress aussi pour le staff parce qu'on absorbe beaucoup de stress, je pense aussi. Et finalement, voilà, se dire à l'échelle de l'image de gauche, là, à l'instant T où je vais interagir avec l'athlète, je suis plutôt sur le mur d'humeur, le petit bonhomme en bas à gauche, les bras croisés, un peu énervé d'une situation passée. Si j'ai ça en tête, je sais que je vais certainement devoir faire preuve d'un peu de réserve dans les interactions que j'ai avec l'athlète parce que peut-être ça va pas être très porteur. Enfin voilà, donc en tout cas, c'est vraiment avoir ce travail sur soi. Après, les différents, à droite, là, c'était l'idée d'illustrer entre voir le verre vide et le verre plein. Bon, vous voyez qu'il peut y avoir plein de formes différentes. Et pour cela, en fait, on développe beaucoup de séminaires aujourd'hui d'accompagnement d'entraîneurs sur ces champs-là. Et on est moins sur la technique vraiment des habiletés mentales, mais on est plus sur la perception de son propre fonctionnement. Donc, j'ai entendu parler de pleine conscience. Là, récemment, on a fait un stage autour de la pleine conscience et de la méditation sur 5 jours pour les staffs d'entraîneurs. Donc, voilà aujourd'hui comment on se redéploie un petit peu. Donc, beaucoup d'évolution. Par contre, moi, ce que je vais dire en conclusion, c'est que c'est vraiment un champ qui est attractif pour les athlètes, qui peut être vraiment porteur. Et aujourd'hui, il y a une telle évolution que voilà, ça fait vraiment plaisir. Et je pense qu'on va pouvoir collégialement, les entraîneurs et les gens, les praticiens spécialisés, accompagner de mieux en mieux nos athlètes. Parce que c'est vrai que finalement, par rapport à d'autres pays, notamment les pays anglo-saxons, c'est un champ qui n'est pas très investi. Mais ça progresse très très vite. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, merci Laurent Lagarrigue. Je vais redonner la parole, je pense, à Anne. Nous allons profiter de la présence de Joris pour pouvoir avoir son témoignage. Peut-être plus particulièrement, Joris, est-ce que tu peux nous donner des exemples de ce que c'est concrètement la préparation mentale pour toi? Déjà, bonsoir à tous. Pour moi, concrètement, la préparation mentale, alors même si je l'ai déjà dit dans la vidéo, c'est sur l'aspect compétition, c'est réussir à arriver prêt psychologiquement, à arriver prêt mentalement pour pouvoir performer, pour pouvoir être à 100% de ce qu'on a travaillé physiquement. On travaille beaucoup la préparation physique, on s'y adonne énormément au quotidien, pour moi 2 fois par jour et sur de très 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 grandes périodes. Et pour moi, si on peut arriver prêt physiquement et si on n'arrive pas prêt dans sa tête, on ne pourra pas exploiter 100% de son potentiel. Et je dirais même que peut-être que arriver plus prêt dans la tête, c'est peut-être mieux que arriver prêt physiquement. J'ai vu beaucoup de choses très intéressantes sur tout ce qu'on a dit précédemment. J'ai appris énormément et je rejoins aussi pas mal de choses. Donc franchement, je trouve que c'est quelque chose qu'il faut approfondir et j'espère qu'on aura la chance en France de l'approfondir encore plus.
Oui, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas encore extrêmement développé en France. En tout cas, il y a de la marge de progression puisque des sportifs qui étaient sélectionnés aux Jeux de 2016, pour un quart d'entre eux, si c'était à refaire leur préparation, ils ajouteraient de la préparation mentale. Donc, on voit que ça peut être encore développé. Est-ce que tu as des exemples de ce que tu fais concrètement dans ce domaine-là pour te préparer? Alors, avec Marie-Pierre, et sans vouloir forcément rentrer trop dans les détails d'une séance qu'on peut faire ensemble, avec Marie-Pierre, donc qui travaille au CREPS, donc je travaille au CREPS de Toulouse, on a développé certaines techniques et notamment une qu'on a mis en place la saison dernière. Malheureusement, avec le Covid, ça n'a pas pu être mis en place, où je me suis parlé à moi-même, c'est-à-dire que je me suis écrit une lettre à moi-même qui va me servir la veille de la compétition pour avoir les mots que je souhaiterais me dire à moi-même. Donc c'est peut-être assez abstrait, mais en tout cas c'est quelque chose dans lequel je crois. Je pense qu'il y a personne qui peut être aussi impactant que moi-même, et c'est difficile de se parler. Alors c'est bien d'avoir ce recul de se parler en étant pas forcément dans l'émotion de la compétition. Suite à ça aussi, on a aussi d'autres techniques sur l'introspection, savoir quelle émotion, je vais y arriver, quelle situation amène quelle émotion. Et ça me permet, moi, d'y voir beaucoup plus clair, de poser des mots. Et parfois, nos rendez-vous avec Marie-Pierre sont on parle beaucoup, on échange énormément, et à travers ces échanges, en fait, on arrive à déclencher des choses pour des situations précises. Donc, on est clairement sur quelque chose de global, mais qui apporte énormément pour la performance et aussi dans le quotidien, comme on l'a pu le voir tout à l'heure, que c'est aussi dans les échanges avec les entraîneurs, dans les échanges avec les autres sportifs que la préparation mentale joue. Merci Joris. On peut passer. Pour terminer sur cette conférence, nous voudrions signaler que la préparation mentale, ça ne concerne pas que les sportifs de haut niveau dans les plus grandes compétitions internationales, mais plus largement. Dans un premier domaine, ça peut concerner déjà les sportifs jeunes en formation. Laurent Lagarrigue en a parlé tout à l'heure pour les jeunes grimpeurs. La préparation mentale peut être utilisée effectivement assez tôt. On voit de l'efficacité de certaines techniques. C'est surtout l'imagerie mentale qui a été la plus testée et qui peut être efficace dès l'âge de 7-8 ans chez les jeunes sportifs. On voit aussi d'autres contextes où on est plutôt dans l'apprentissage ou la réhabilitation. Évidemment, pour les sportifs, un contexte particulier hors compétition, c'est le cas de la blessure, surtout si elle entraîne une immobilisation de longue durée et va nécessiter donc une réhabilitation et une réathlétisation. Mais on peut aussi l'utiliser de plus en plus dans le cas de la réhabilitation orthopédique ou neurologique pour des gens qui ne sont pas particulièrement sportifs, puisqu'on va retrouver des caractéristiques de ces situations qui sont finalement un peu similaires à celles de la compétition, puisqu'on va trouver la crainte de ne pas retrouver ses capacités, de se blesser, une perte de confiance et puis des enjeux qui sont quand même forts de la reprise d'activité normale. Dans ces situations, actuellement, dans les études scientifiques, c'est l'imagerie mentale et la fixation de buts qui sont les plus testées, en tout cas. Et enfin, la préparation mentale qui est issue du sport est maintenant, depuis quelques années, de plus en plus importée, je dirais, ou exportée selon le point de vue duquel on se place, dans d'autres contextes de performance de haut niveau, dans le contexte artistique, notamment dans la musique, qui va chercher à savoir ce qui se fait dans le sport pour l'adapter au contexte de la performance musicale. Dans les situations professionnelles en milieu hostile, que ce soit pour le personnel militaire, policier, ou bien beaucoup aussi dans le domaine de la chirurgie, qui est une habileté perceptivo-motrice fine, avec aussi des forts enjeux parfois. Et plus généralement, dans notre vie quotidienne, pour toute personne qui a besoin d'optimiser ses capacités cognitives, physiques, émotionnelles, psychosociales,
sur la durée ou sur un événement particulier comme celui de préparer et de réaliser une conférence d'ouverture pour la semaine du cerveau. Bien, nous vous remercions de votre attention et surtout, je voulais remercier encore les organisatrices de cette soirée pour nous avoir sollicité sur cette thématique et puis pour avoir beaucoup aidé à la préparation de cette conférence. Vous trouverez, je pense, ensuite à disposition les diapos et les références que nous avons citées, ainsi que les vidéos qui ont été montrées. Pour certaines, c'était seulement des extraits, mais vous pouvez trouver les vidéos complètes sur Internet. Merci Anne. Donc je vais juste faire rapidement un relais. On a eu pas mal de questions, mais on a pris beaucoup de temps, donc je pense qu'on va juste en sélectionner quelques-unes. Alors je vois que d'ailleurs il y a des personnes qui témoignent sur le fait que la préparation mentale, ça concerne autant les athlètes que les entraîneurs. Donc je crois que ça on l'a pas mal couvert, mais je pense que c'est vraiment bien d'insister là-dessus. Il y a vraiment beaucoup de questions, donc merci à tous ceux qui posent des questions. On ne pourra pas tout couvrir. J'essaie de faire un petit récapitulatif et peut-être que Anne et Joris pourront répondre. Alors, il y en a qui demandent justement, vous l'avez très peu abordé, mais tout ce qui est méditation, éventuellement même, il y en a qui posent des questions sur l'hypnose. Est-ce que c'est des choses qui sont utilisées, pratiquées? Est-ce qu'on a du recul là-dessus, que ce soit dans la recherche ou dans la pratique sur le terrain? Je ne sais pas si ça c'est quelque chose que vous connaissez un peu. D'un point de vue scientifique, alors la méditation, oui, je l'ai indiqué, c'est de plus en plus utilisé, effectivement. Et donc ça change quand même pas mal l'approche, puisque au lieu de combattre, en quelque sorte, je vais reprendre l'image qu'a présenté Laurent tout à l'heure, hein, au lieu de combattre les émotions néfastes, désagréables, ben, on va plutôt essayer de les considérer, les accepter, c'est-à-dire qu'il faut faire avec. Donc il y a pas mal de méthodologies qui utilisent ça, et ça peut être tout à fait mixé avec d'autres techniques mentales. D'une part, et il y a des études, effectivement, il y a aussi une littérature scientifique sur l'efficacité de la méditation qui montre certains effets, effectivement. Et puis sur l'hypnose, beaucoup moins de choses en termes, c'est utilisé, ben, beaucoup moins évalué sur un plan scientifique. Donc en termes d'efficacité, je ne saurais pas dire. Bon, on fera une prochaine conférence dessus. Et juste peut-être une dernière question pour Joris. Donc il y a des personnes qui nous demandent justement un peu plus de détails sur ce que ça implique la préparation mentale dans le quotidien. Est-ce que c'est quelque chose qui change un peu le quotidien? Comment vous le vivez au quotidien, vous les sportifs qui vous préparez mentalement? Si on parle en termes de temps, dans mon quotidien, ça me prend 1 heure tous les 15 jours. Donc c'est vraiment pas quelque chose d'extraordinaire comparativement à ce qu'on peut faire en préparation physique pour l'entraînement ou pour la musculation. Je pense qu'on peut, à un moment c'était plus régulier, parfois ça l'est un peu moins. Ça dépend aussi de ce que moi j'ai besoin et de ce que je pense avoir besoin. Et c'est vraiment pas quelque chose qui me prend énormément de temps et qui est contraignant. Clairement pas. Et alors moi j'ai une question par rapport à ce que vous avez témoigné. Est-ce que vous avez reçu votre propre lettre ou pas encore? Non, pas encore. Non. Elle doit arriver quand? Elle devra arriver aux alentours de mi-juin normalement. Mais le but c'est quand même que j'oublie que je me sois écrit la lettre, donc il va falloir que j'oublie. Mais je pense que je vais être surpris de ce que j'ai pu écrire. Bon, on va essayer de ne pas vous y faire trop penser. Je pense qu'on va s'arrêter là. Merci à tous. Alors je vais juste reprendre le micro. Donc merci à tous ceux qui sont restés jusque là. Merci encore aux conférenciers. J'en profite pour vous dire que la semaine du cerveau, c'était l'ouverture aujourd'hui et qu'on va continuer toute la semaine. Donc n'hésitez pas à regarder notre programme sur Internet. Demain, on a une conférence sur les innovations thérapeutiques. Tout ce qui a été donc partagé aujourd'hui par les conférenciers sera sur nos réseaux sociaux et sur notre site. On essaiera de faire en sorte de pouvoir proposer une rediffusion si c'est possible. Merci beaucoup à Laurent Lagarrigue pour être intervenu avec nous en direct, même à distance. Et voilà, j'espère que vous avez bien profité de cette conférence. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et merci encore tout le monde.